Bonjour à tous. Rumeur de rachat autour d'Intel et puis maintenant annonce d'un rapprochement, d'une collaboration avec le rival de toujours AMD. On parle aussi d'un marché des semi-conducteurs qui se tend au niveau mondial et puis l'Europe qui cherche toujours sa place. Ça va être notre sujet à la une aujourd'hui dans Smart Tech. On va voir pourquoi ça bouge et comment ça bouge. Et puis on aura aussi rendez-vous avec l'actualité des cryptos. Mais d'abord, formé aux politiques publiques par la data, c'est notre sujet. 3 questions A pour ouvrir Smart Tech. L'ENSA et Paris, l'École Polytechnique, Télécom Paris ont signé ensemble un partenariat pédagogique avec l'autorité de régulation des télécoms. Alors l'ensemble doit nous permettre d'améliorer les politiques publiques grâce à la data. Bonjour Franck Malherbet. Bonjour. Vous êtes chercheur, professeur d'économie à l'ENSA et Paris, qui est une grande école d'ingénieurs spécialisée dans la statistique, tout particulièrement, sous la tutelle d'ailleurs technique de l'INSEE. Vous êtes aussi le co-directeur de ce programme, ce Master Data and Economics for Public Policy, dont l'ARCEP est donc partenaire. Alors pourquoi ce mariage entre une grande école et un régulateur des télécoms? C'est étonnant quand même, comme attelage. Alors, pas tout à fait. En fait, ça répond à un besoin des institutions publiques au sens large, et notamment, juste pour préciser un petit peu les choses, ce Master Data and Economics for Public Policy est orienté vers le secteur public, et donc répond à un besoin des institutions publiques, que ce soit les ministères, que ce soit des autorités de régulation, comme l'ARCEP, et l'idée de ce Master, c'est précisément de former des étudiants pour éclairer la décision publique en utilisant des techniques quantitatives poussées et en utilisant la data qui est omniprésente maintenant dans toutes les sphères de l'économie. Il y a beaucoup d'autorités dans le numérique. On aurait pu penser aussi que vous auriez pu travailler par exemple avec l'ARCOM, il y a des ministères. Enfin, pourquoi ce choix particulier de l'ARCEP? Quel est l'objectif visé? Alors l'objectif visé, pour les autres partenariats, c'est des choses auxquelles on sera peut-être amené à signer un peu plus tard. Mais l'idée de l'ARCEP, c'est tout simplement de se dire, bon voilà, il y a des enjeux au niveau des télécommunications, il y a des enjeux au niveau de la réglementation, de la régulation du secteur des télécoms, qui sont des vrais enjeux de politique publique. Il y a des enjeux qui sont autour de l'accès au numérique, et donc à la fracture numérique, comme on l'appelle, ou même simplement des questions environnementales, l'impact environnemental du numérique. Et donc pour nous, ça faisait sens de signer ce partenariat justement pour pouvoir améliorer, éclairer la décision publique avec ce régulateur en particulier, mais on est ouvert à d'autres régulateurs aussi. Ok, le message est passé. Quelles sont les données précisément qui vont être intéressantes pour améliorer ces politiques publiques qui en ont besoin? Je pense que tous les citoyens français sont d'accord avec ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des études de cas peut-être qui seront travaillées? Alors, c'est un petit peu ce que je viens de dire à l'instant. Donc, le partenariat a été signé au mois de septembre. C'est encore tout à fait récent. On est en train de discuter avec l'ARCEP précisément pour des études de cas qu'on va lancer dans le courant du mois de novembre. Vous pouvez pas nous en donner un ou deux exemples? Alors, je pense qu'une des sensibilités de l'ARCEP, mais encore, c'est pas tout à fait sûr en termes d'études de cas qu'on traitera cette année, ça sera vraiment sur l'impact écologique du numérique. Ça sera sans doute un des premiers thèmes sur lesquels nos étudiants seront amenés à travailler cette année. Et donc, quelles données? Vous allez travailler là-dessus, en fait, sur les données qui sont pertinentes aujourd'hui pour adresser ces nouveaux enjeux? Exactement. En particulier, toutes les données qui sont collectées et qui sont utilisées, soit par des données qui sont privées, uniquement accessibles aux chercheurs, ou des données publiques. Et donc, ça sera dans le cahier des charges de ce qu'on va appeler des Policy in Action Project, ces fameuses études de cas. Et ça à charge à nos étudiants de faire un rendu sur ces... Je vous interroge sur quelles données, parce que c'est quand même hyper important, hyper stratégique aujourd'hui, de bien sélectionner sa donnée, de réussir une bonne collecte pour prendre les bonnes décisions. Absolument. Est-ce qu'il y a justement, vous pensez à des biais, des pièges aujourd'hui dans lesquels on pourrait tomber, et quelles sont les alertes que vous avez envie de transmettre finalement aux étudiants? Alors,
Au niveau des données, on a une chance, c'est-à-dire qu'on peut s'adosser autour des régulateurs et des partenaires, et on a souvent accès, c'est le cas dans la plupart des cas sur lesquels on travaille, on a accès à des données administratives, donc qui sont des données qui sont collectées par les grandes administrations et qui évitent le biais, par exemple, d'échantillonnage liés typiquement juste à des sondages ou à ce genre de choses. Donc généralement on a accès, alors ça dépend des thématiques, encore une fois, je parle de façon très générale, on a accès à des données qui sont dites quasi exhaustives. Et l'ARCEP interviendra comment dans ce master? Alors, on a en fait, la philosophie du master, d'un point de vue pédagogique, elle est double. La première, c'est qu'on veut donner à nos étudiants des fondations techniques extrêmement fortes, quantitatives, donc mathématiques, qui sont basées sur deux aspects. Le premier, c'est vraiment tout ce qui va être technique d'évaluation des politiques publiques de manière un peu classique, ce qu'on appellerait de l'économétrie pour les gens qui sont un peu familiers avec le champ. Et puis, en même temps, des techniques très poussées d'analyse des données, que ce soit du statistical learning, du machine learning, et pour les questions de politique publique, un champ qui est assez nouveau, qu'on appelle le causal machine learning, où vraiment, on ne se contente pas juste de traiter les données, mais on essaie de donner aussi un sens aux données. Voilà, véritablement. Et donc, les modalités d'intervention, elles sont doubles. Donc, il y a un côté très technique, et puis, au travers des partenariats et du partenariat avec l'ARCEP, nos étudiants vont traiter des cas types des sujets qui sont proposés par l'ARCEP, des propositions également de stages, et surtout de manière aussi importante, tout au long de l'année, il y a des échanges entre les étudiants et les partenaires, dont l'ARCEP, dans le cadre de ce qu'on appelle des lecture series. Et les lecture series, c'est l'occasion pour des professionnels de l'évaluation des politiques publiques ou des politiques publiques au sens large de venir présenter concrètement aux étudiants leur travail. Et il y a un échange qui s'établit à ce moment-là, de façon à ce que... on a voulu que le diplôme et la formation ne soient pas déconnectés du champ professionnel et appliqué en quelque sorte. Merci beaucoup, Franck Malherbe. Je vous en prie, merci à vous. Vous êtes professeur à l'ENSEI Paris et puis le directeur de ce nouveau programme. C'est l'heure de notre débat. On va voir comment ça bouge dans les semi-conducteurs. Alors, on a eu beaucoup de rumeurs autour d'un rachat d'Intel. Plus récemment, on a appris la collaboration d'Intel avec AMD, quand même historique comme collaboration, puisque ce sont deux concurrents majeurs sur le marché des puces pour le PC. On va aussi parler dans ce talk du règlement européen, le Chips Act, et puis de ce marché qui se tend tout particulièrement avec une annonce un petit peu prématurée de résultats du côté de ASML. On va décrypter tout ça avec mes invités. Aujourd'hui, Bertrand Garret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de l'Informaticien qui appartient au groupe FICAD. Je précise que c'est aussi le propriétaire de Be-Smart for Change qui nous diffuse. Et puis, à côté de vous, Sharaf Loumadi, vous êtes consultant dans le secteur financier, conférencier, et puis spécialiste de ce secteur des puces avec un regard très géopolitique qui nous intéresse. Alors justement, je voulais d'abord vous faire réagir tous les deux sur le cas d'Intel avec ces rumeurs de rachat. On a parlé de Qualcomm qui l'aurait rapproché selon des informations du Wall Street Journal. Ça a été confirmé quand même par d'autres médias américains. Quels sont déjà vos regards, votre analyse sur ces rumeurs? Alors effectivement, Intel, ça fait quand même 1 an que l'entreprise se porte mal. Donc si on regarde la valorisation boursière d'Intel, donc elle a été divisée par 2 en 1 année. Oui. Ça montre un petit peu la difficulté de ce mastodonte des secteurs des semi-conducteurs. Donc il y a un cadre dirigeant qui a démissionné du conseil d'administration, donc Lip Button, et qui a dit en off qu'il y avait des problèmes sur la stratégie d'Intel d'une part, le fait que ça n'épouse pas finalement l'IA et ce boom de l'IA qu'on observe dans ce 21e siècle. Il y a d'autre part aussi des difficultés en termes d'organisation, d'accord. Donc il y a une organisation qui est complexe avec des managers pas forcément extrêmement utiles. Et puis ils seront contents de l'apprendre. Tout à fait. Et puis troisièmement, on a aussi donc voilà une aversion au risque qui est du coup voilà. Donc on a Intel qui a comme je dis supprimé 15 000 postes en 2024. Enfin, Qu'on parle quand même d'un groupe là fondé en 1968 à Santa Clara qui a été le maître du monde dans le secteur informatique pendant des années. Et là, c'est la plus grande crise finalement qu'il traverse. Bertrand. Ah, tout à fait. Il avait déjà connu Intel avait déjà connu une crise. D'ailleurs, Pat Gelsinger était revenu à ce moment-là où il fallait entre guillemets nettoyer les écuries d'Augias. Et
déjà, il avait mis en place une nouvelle organisation, joué sur les partenariats et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est de la physique. Tout simplement, en dessous des 3 ou des 2 nanomètres, on ne peut pas aller plus loin. Sur la gravure des puces, et des CPU en particulier, on a énormément de mal. Et ça veut dire qu'il faut changer la manière de créer des processeurs. Ça coûte très cher. Intel n'a plus la marge de manœuvre pour le faire. Et ça met en lumière le partenariat qu'ils viennent de créer avec AMD, parce que c'est pour discuter du futur des processeurs. C'est pas pour une alliance commerciale. C'est au fait, dans les labs, qu'est-ce que vous avez et nous, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir prolonger la vie de la loi de Moore, qui avait été créée par Intel, et dont on voit la fin estimée en 2030. Donc cette collaboration Intel-AMD, elle vous semble plutôt intelligente, surprenante? Bien sûr, parce que sinon c'est la fin des CPU. Enfin, c'est la fin du processeur tel qu'on le connaît. Ouais. Déjà depuis des années, les processeurs, en tout cas dans les serveurs, étaient délestés d'une partie des charges de travail qu'ils avaient par des processeurs spécialisés. Alors on a eu les Data Processing Units, c'était sur les données, pour les réseaux, pour gérer les réseaux à l'intérieur du serveur. Et bientôt, on va l'avoir même sur les laptops, avec la touche qui va être consacrée à l'IA. Ouais. Ça veut dire que les tâches qui vont être qui étaient avant dévolues au CPU, vont passer par une GPU, une puce graphique, qui a l'avantage, elle, de travailler en parallèle. C'est-à-dire que toutes les tâches sont envoyées en parallèle vers le GPU pour pouvoir les traiter plus rapidement. Où là, on a un autre puissant qui s'appelle NVIDIA. Voilà, qui profite de la baisse à la fois de puissance et de performance des CPU, qui ne sont plus suffisantes pour assurer ces tâches-là, et qui permet de traiter en parallèle des très très grosses charges, avec énormément de données à une vitesse spectaculaire. Clairement, à part le pari d'IBM sur le quantique, on ne voit pas comment Intel et AMD vont s'en sortir sur la CPU. Il va falloir vraiment passer à autre chose, et la seule piste, entre guillemets, pensable, serait le quantique. Et la première crise aussi qu'a connue Intel, grande crise, c'est quand même les processeurs ARM qui lui ont fait beaucoup de mal. Alors, je voulais vous faire réagir là-dessus parce qu'il y a aussi eu une rumeur de rachat d'Intel par ARM. Alors, selon Bloomberg, Intel aurait immédiatement refermé la porte à cette option. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de la manière dont le marché se redessine ? Et quel impact pour l'Europe? Parce que du coup, on apprend que Intel retarde la fabrication de ces méga-usines en Europe. Quel est l'impact sur le marché au niveau mondial et pour l'Europe? Sharaf. Déjà 2 points. Le premier point, c'est que effectivement, Hervé a parlé de du coup, la miniaturisation des puces. Donc c'est un marché qui est majeur parce que plus un semi-conducteur va être miniature, plus il va être performant. Parce que du coup, on peut y placer plus de transistors. Et puis, il y a moins d'effets Joule, donc il va moins chauffer. Donc, c'est vraiment un enjeu central. Sur ce marché, on a un positionnement central de TSMC, le taïwanais, d'entreprises du coup sud-coréennes comme Samsung et des États-Unis. Mais grosso modo, c'est prépondérance de l'Asie. Donc effectivement, vous avez parlé d'ARM. C'est une entreprise qui vaut 159 milliards de dollars en bourse. C'est une filiale d'un géant japonais qui s'appelle du coup SoftBank. C'est un conglomérat. Et donc effectivement, Intel a dit non parce que justement, historiquement, Intel c'était vraiment le mastodonte. Il est maintenant dépassé par ARM. Donc il a dit non à ce rachat. Mais effectivement, on voit bien les difficultés d'Intel et on voit bien qu'en Europe, il y a quand même des fleurons qui sont susceptibles d'absorber Intel. Parce qu'on comptait quand même un petit peu sur Intel pour la stratégie européenne avec le Chips Act notamment et les investissements. Le rachat, que ce soit par Qualcomm ou ARM, c'est que ce n'est pas les mêmes architectures. Donc Intel aura été obligé de changer totalement l'architecture de ses puces pour correspondre à l'architecture ARM. L'architecture ARM, elle permet d'avoir des serveurs beaucoup plus concentrés, beaucoup plus petits. Et surtout, un problème que les puces Intel ont toujours eu du mal à résoudre, c'est la thermie, c'est la chaleur. Et aujourd'hui, quand vous avez des contraintes réglementaires comme le CSRD, la volonté de se montrer comme étant un gentil acteur pour sauver la planète et que vous êtes dans l'informatique, alors que les data centers vont représenter à peu près entre 6 et 8% de la consommation électrique d'ici 2030,
vous êtes obligé de penser à ARM pour essayer de limiter les dégâts. C'est pas... Donc ça, c'est des constats, c'est quasiment de la physique. Ouais. Tout à fait. Et là-dessus, moins vous avez à sortir de l'air froid, chaud pour gérer les serveurs, et mieux c'est pour votre bilan carbone. Ouais. C'est juste qu'aussi, il y a maintenant l'IA qui s'incruste de plus en plus dans le secteur des semi-conducteurs. Il y a le patron d'OpenAI, donc Sam Altman, qui veut lever 7 000 milliards de dollars sur les semi-conducteurs, qui a approché le gouvernement émirati pour lever ses fonds pour faire pour faire cette production avec TSMC. Donc c'est un domaine qui vraiment qui épouse l'IA et qui devient l'IA avec le boom de l'IA, ça devient maintenant un secteur central. Et il faut absolument se positionner là-dessus. Alors, vous avez signé un édito dans Atlantico sur ASML comme étant finalement la seule réponse, vous dites, de l'Union européenne face à Silicon Valley. Bon. Tout à fait. Alors, ASML, c'est un fleuron néerlandais, d'accord, qui est spécialisé dans les gravures, dans ce qu'on appelle la lithographie. Donc, c'est une technologie qui est essentielle aux puces miniatures, donc utilise TSMC. Donc, maintenant, avec un contexte géopolitique compliqué entre les États-Unis et la Chine, donc les États-Unis ont interdit à ASML de livrer à la Chine. Donc, voilà, c'est une entreprise, c'est un fleuron néerlandais qui produit du matériel extrêmement sensible et pointu pour les puces miniatures, et qui utilise TSMC. Donc là, on vient de découvrir, au regard des résultats qui ont été communiqués par ASML, que finalement, les tendances ne vont pas être aussi intéressantes qu'on imaginait sur ce marché des semi-conducteurs. Bertrand, une réaction ? Quand vous vous coupez d'un marché comme la Chine, qui connaît une croissance, entre guillemets, sur ce secteur informatique de 13% par an, ça fait mal. Évidemment, il y a un impact sur la bottom line, comme on dit. De plus, ASML n'est pas le seul. Clairement, vous avez aussi l'allemand Infineon, vous avez quand même le franco-italien ST Microelectronics. C'est ce que j'allais dire, on n'en parle jamais d'ST Micro. Qui sont toujours là et qui sont, entre guillemets, sur le marché à la 9e et 10e position. Clairement, c'est un marché dominé par les Américains et les Asiatiques. Samsung, le Coréen, TSMC, le Taïwanais. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Anix. Après, le problème, il est dans les investissements. Il est quand est-ce que l'Europe va combler le gap, c'est-à-dire fournir assez de moyens à ces acteurs-là de rattraper ces acteurs mondiaux. Justement, Bertrand, parce que le CHIPS Act, c'est exactement ça. C'est sortir des milliards pour investir sur ce secteur. Alors, on parle déjà d'un CHIPS Act version 2. Parce que les acteurs du secteur veulent déjà encore un peu plus. Tout à fait. Parce que, entre guillemets, vu comment est le marché aujourd'hui, en économie, on connaît ça s'appelle le gain marginal. Et pour gagner un petit peu, il faut mettre beaucoup. Et l'Europe, met pas assez. Alors juste, effectivement, sur les semi-conducteurs, le coût, il est quand même exorbitant pour investir. Ce sont des technologies qui sont extrêmement avancées, des fonderies, des usines avec des milliers de salariés, notamment des ouvriers qui sont dans des conditions souvent difficiles, en salle blanche toute la journée, debout, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, sur le CHIPS Act, Thierry Breton à l'époque voulait investir 42 milliards d'euros. On sait qu'il y a des CHIPS Act partout, en Asie, aux États-Unis, etc. Donc il veut du coup, d'ici 2030, il voulait, parce qu'il n'est plus maintenant commissaire européen, il était remplacé par Stéphane Séjourné, un proche du président de la République, mais à l'époque, il voulait passer à 20%. Pas avec exactement le même portefeuille. Pas le même portefeuille, mais voilà, en tout cas, il n'est plus à la Commission européenne. Voilà, il voulait passer à 20% de la production mondiale, ce qui va être quand même très compliqué parce que c'est un secteur qui est extrêmement compétitif. Bertrand, là-dessus, sur comment vous voyez les choses se profiler là, pour les mois qui viennent en Europe ? En Europe, qu'est-ce qu'on va faire face déjà à ce désistement d'Intel c'est ça. La zone qui était choisie, qui était le campus de Dresde, qui était de Global Foundries, va continuer sur le rythme qu'il a actuellement. Clairement, qui n'est pas forcément suffisant pour prendre des parts de marché. C'est un fondeur, Global Foundries, on lui amène les plans de la puce et il l'a fait. Après, le débat, il est autour des architectures, il est au débat autour, etc. Et là, l'Europe n'est pas si bien placée que ça. On n'est pas présent, en fait. Donc là-dessus, pour rattraper le retard, je vous dis, ça va demander des investissements très, très importants et pas à la hauteur. Et aujourd'hui, clairement, je ne les vois pas à la hauteur.
Le conflit, enfin en tout cas la situation très tendue entre la Chine et les États-Unis, est-ce que ça peut peut-être profiter à l'Europe? Alors moi je dis juste une chose. Non, nous dit Bertrand. Alors il y a deux chiffres. D'abord, le déficit commercial entre US, Chine est de l'ordre de quelques dizaines de milliards de dollars. Le déficit commercial entre la Chine et l'UE, c'est 400 milliards de dollars. Donc on est extrêmement dépendant de la Chine. C'est pour ça que justement Ursula von der Leyen et la Commission européenne ont une stratégie de plus en plus agressive vis-à-vis de la Chine, parce qu'on a un déficit quand même record vis-à-vis de la Chine. Il y a une dépendance, notamment technologique, vis-à-vis des composants chinois. On est quand même assez loin derrière la Chine en Europe. Voilà. Et la situation à Taïwan? Oui, alors le conflit géopolitique, alors la Chine revendique du coup la souveraineté sur Taïwan. Vous pouvez réagir, Bertrand. Alors la Chine effectivement, donc du coup revendique la souveraineté sur Taïwan qui contient TSMC, un des leaders, ne serait-ce le leader dans les plus miniatures. Donc grosso modo, la géopolitique, est parfaitement corrélée à ce secteur central. Oui, Bertrand. Surtout TSMC joue sur tous les tableaux. Ils ont aussi des usines en Chine. Ils ont tout fait pour qu'on appelle Taïwan l'île TSMC. C'est ça. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et ce pourquoi les Chinois montrent les dents, mais ne rentrent pas directement à Taïwan, c'est parce que aussi ils ont besoin de se préserver des liens avec TSMC. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la croissance chinoise, c'est dans le secteur de l'informatique, c'est aux environs de 13% par an. Sur le conflit USA-Chine, moi je vois plutôt une attitude défensive des Américains qui étaient habitués à dominer et qui sont de plus en plus se font de plus en plus mordre les mollets. C'est pas du protectionnisme très classique finalement. Oui, très déguisé, très mercantile des Américains comme d'habitude. Mais le problème étant que c'est une stratégie boomerang. Oui. Parce que pendant ce temps-là, les Chinois, ils ont des cerveaux, ils ont plein de petites mains, ils ont des tonnes de gens qui savent faire des composants. Et regardez, en 4 ans depuis que les Américains ont interdit à Huawei, ont interdit les processeurs, ont interdit les procédés de gravure, ils l'ont développé eux-mêmes. Oui. C'est ça. Et maintenant, c'est pas forcément encore du niveau de ce que les Américains produisaient, mais ça n'en est pas très loin. Et aujourd'hui, Huawei est de moins en moins dépendant de Intel, AMD et des fournisseurs américains. Ils ont leur propre processeur. Ouais. Alors sur la Chine, Sarah, juste pour conclure. Alors, alors sur la Chine, donc deux points. Donc la Chine a une balance commerciale extrêmement forte vis-à-vis de ses partenaires à l'échelle mondiale, mais quand même son talon d'Achille dans la balance commerciale, c'est les semi-conducteurs, parce qu'elle est quand même déficitaire sur la balance commerciale semi-conducteurs. Donc en 2021, 278 milliards de dollars. Donc d'où le fait qu'elle espionne un petit peu Taïwan, qu'elle essaye du coup de débaucher les ingénieurs de taïwanais de TSMC. Donc il y a une vraie rivalité sino-taïwanaise sur le secteur des semi-conducteurs. Merci beaucoup pour vos éclairages à tous les deux, Sharaf Loumani et Bertrand Garré. Merci encore. Merci à toi. Merci. On termine cette édition avec Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Présidente de l'ADAN, je le rappelle. On va s'intéresser à votre regard sur cette actualité des cryptos. On va commencer avec le projet de loi de finances 2025. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est quels sont les impacts, qu'est-ce qu'il y a à propos de la crypto, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait concerner ce secteur? Alors, le projet de loi de finances n'est de toute façon pas une bonne nouvelle pour l'innovation, y compris l'innovation Web3. C'est vrai qu'il y a des coupes budgétaires et des dispositifs qui sont extrêmement négatifs. Je pense à la fin du crédit du CII, je pense à la fin des exonérations de charges patronales pour les jeunes entreprises innovantes. Et on le sait, le secteur Web3 est principalement composé de jeunes structures, de TPE et de PME. Donc ils vont être directement concernés par ces rabotages, ce qui va être extrêmement difficile à supporter, et y compris pour des acteurs, ce qu'il y a d'autres dispositions du projet de loi de finances et de réglementation qui justement doivent se mettre en conformité et mettre en place des process importants par rapport à ce qui arrive. Et effectivement, dans le projet de loi de finances... Ça veut dire qu'ils ont déjà des coûts importants à supporter?
Tout à fait, déjà aujourd'hui, en 2025 également. Donc le projet de loi de finances aussi permet de transposer la directive européenne DAC 8 concernant l'échange automatique d'informations sur les gains, sur les transferts en crypto. C'est-à-dire que demain, les PSAN vont devoir transmettre ces informations à l'administration fiscale. C'est quelque chose sur lequel ils vont devoir se préparer en 2025. Or, on sait que les acteurs de marché crypto vont aussi devoir se préparer à la mise en place de la réglementation européenne qui entre en application à la fin de l'année. Donc ça fait beaucoup. Il y a des amendements qui sont aussi extrêmement négatifs. Je pense à le souhait de certains de vouloir inscrire dans l'assiette de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, les cryptos, ce qui serait extrêmement dissuasif pour l'adoption des cryptoactifs, pour l'investissement, parce que les cryptos peuvent servir au financement d'entreprises Web3 et plus généralement à l'adoption de nouveaux cas d'usage qui reposent sur les cryptos. Donc il y a quand même un certain nombre, en plus de ces dispositions très négatives pour l'innovation en général, mais concernant le Web3, qu'ils vont être difficiles à gérer, alors que c'est une période déjà très complexe du point de vue réglementaire. Et des entreprises encore fragiles, peut-être, non, dans le secteur des cryptos? C'est un marché naissant. Tout à fait. Alors, c'est déjà un secteur extrêmement protéiforme. On parle des acteurs de marché, mais le Web3, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, on parle de la réglementation des marchés, mais il y a aussi la réglementation des jeux vidéo Web3 qui va être mise en place. Il y a des réflexions sur la finance décentralisée, sur le jeton non fongible. Et donc, ce que l'on appelle, c'est une pause réglementaire pour laisser le temps au secteur, alors déjà de mettre en place ce qui leur est demandé, parce que l'instabilité nuit à la clarté réglementaire, mais surtout pour ne pas se précipiter sur des dispositions réglementaires ou fiscales qui en fait ne seraient pas adaptées et arriveraient beaucoup trop vite. Alors très rapidement, votre regard sur les cryptos dans la campagne présidentielle américaine. C'est devenu un sujet majeur avec un discours globalement positif et une très très bonne compréhension des candidats sur le besoin de soutenir l'industrie et le besoin de favoriser l'adoption par les Américains des cryptoactifs. Ce qui va être en fait un challenge pour l'Europe qui jusqu'à maintenant s'est positionnée comme un leader dans la compréhension de ce qu'est ce secteur et des opportunités pour notre autonomie stratégique, pour notre compétitivité et qui jusque-là pouvait peut-être parier sur le retard des États-Unis avec des régulateurs américains qui étaient extrêmement durs à l'égard de leur secteur avec l'absence d'une réglementation qui a fait qu'on a attiré beaucoup de ces champions américains chez nous qui voyaient dans cette clarté réglementaire beaucoup plus de facilité pour se développer. Donc ça, c'est un retard qu'il y avait jusqu'à maintenant, mais qui risque d'être très très vite comblé par les États-Unis et donc l'Europe ne doit plus se reposer sur ses lauriers. Merci beaucoup. C'était le regard donc, de Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, sur cette actualité des cryptos. Merci beaucoup Faustine et merci à vous de nous suivre avec régularité. C'était Smart Tech. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne Bismart for Change, également en replay et en podcast. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.